Quand on parle des cancers gynécologiques, on parle des cancers qui sont hors cancer du sein. Donc ce sont les cancers du col de l'utérus, cancer de l'ovaire et cancer de l'endomètre principalement. AVS avec Philippe Robichon. Et le mardi, Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. On va parler des cancers gynécologiques ce matin. Une émission qui nous résiste depuis longtemps, mais nous avons réussi à monter un plateau ce matin. Rachida Badawi est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de votre invitation. Voilà, vous êtes bénévole de l'association Imagine depuis la création de l'association. C'était en quelle année ? Depuis le début, en 2014. D'accord. Mai Alors, 2014. pour tout le monde, Imagine, c'est l'acronyme de quoi ? Initiative des malades atteintes de cancer gynécologique. Ouais, qui a créé cette association ? Alors, au départ, c'est une dizaine de patientes. Elles ont fait le constat qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait rien autour d'elles pour les aider, les soutenir. Et donc voilà, donc de ce constat, l'association a été créée. Oui, parce que c'est une association qui regroupe des patientes, donc des malades de cancer gynécologique, comme on dit. Voilà, des patientes atteintes de ces pathologies et ainsi que des proches. Et il y a aussi les conjoints, parce qu'on verra. Voilà. C'est la famille, des amis. Comment vous expliquez le fait qu'il n'y avait pas grand-chose au départ ? Parce que quand on parle, on ne va pas mettre les maladies en concurrence, mais par exemple, autour du cancer du sein, il y a énormément de choses. Bah, écoutez, parce que ce sont des cancers qui sont pas trop, peut-être trop peu connus, peu connus des femmes connus. Déjà, oui. Il y en a peu par rapport au cancer gynéco, par rapport au cancer du sein. Oui, les cancers du sein, par exemple, chaque année, il y a 55 000 nouveaux cas découverts, tandis que dans les cancers gynéco-pelviens, 17 000. Donc voilà, ce sont des cancers méconnus. Et par exemple, le cancer de l'ovaire, c'est un cancer rare. Donc voilà. C'est parce qu'en nombre, en fait, ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux, voilà. Je vais vous demander de rapprocher votre micro. On va accueillir le docteur Didier Constant. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour docteur, vous êtes gynécologue et vous êtes membre bénévole de l'association. Oui, tout à fait. Quand on parle des cancers gynécologiques, de quel cancer parle-t-on ? Alors, quand on parle des cancers gynécologiques, déjà, nous, on parle des cancers qui sont hors cancer du sein. D'accord. Donc, ce sont les cancers du col de l'utérus, cancer de l'ovaire et cancer de l'endomètre principalement. Voilà, et puis et quelques cancers plus rares peut-être, non ? Oui, la vulve, le vagin. N'entre pas dans cette catégorie les cancers de la vessie, par exemple ? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que dans le fait qu'on parle peu de ces maladies, il y a aussi le côté que ça reste tabou quand on parle et quand on pense à leur localisation ? Oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est tabou et par les patientes elles-mêmes qui n'osent pas trop en parler et par les personnes qui reçoivent les témoignages. Vous, c'est quelque chose que vous constatez, Rachida, finalement, que c'est déjà avoir le cancer, ça peut être tabou, mais avoir un cancer gynécologique, c'est encore plus tabou. Oui. Les personnes ont du mal à s'exprimer, à en parler. Et même autour de nous, on sait qu'il y a des patientes qui n'avouent pas à leur famille qu'elles ont un cancer gynécologique pelvien, d'en bas. Elles préfèrent dire qu'elles ont un cancer de l'intestin, colorectal, des choses comme ça, ou autre part, mais pas du bas, pas de la zone pelvienne. Elles sont gênées, c'est difficile. À notre époque, c'est difficile de s'exprimer, d'en parler. Et nous, on essaie de libérer la parole, d'en parler autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a une permutation de plusieurs tabous, en fait. Déjà, le tabou de la maladie, puis maladie, celle du cancer, et aussi, comme disait très justement Philippe, le tabou des zones génitales et de la sexualité, finalement, en filigrane, derrière. C'est ça, tout à fait. Donc il y a tout ça qui
Oui, c'est un tout, c'est une accumulation. Donc voilà, ça explique le tabou. Voilà, il y a tout ça. Et quels que soient les âges ? Ou c'est plus auprès d'une population féminine d'un certain âge ? Est-ce que les jeunes ont ce souci-là ? Ouais. Non, peut-être moins les jeunes, je pense. Les jeunes moins. Non, ce sont des personnes quand même d'un certain âge, peut-être au-delà de la quarantaine. Elles sont gênées de le dire à leur mari ou à leur famille proche. Le médecin donc de ces cancers, c'est le gynéco ? Oui, le plus souvent, c'est le gynécologue, oui. Vous, dans votre pratique, est-ce que vous constatez qu'il y a une recrudescence de ces cancers ou ça n'évolue pas ? Non, c'est assez stable. Peut-être le cancer du col est légèrement en augmentation. Le plus fréquent de ces cancers, lequel est-il ? Le plus fréquent, c'est le cancer de l'endomètre. Mais heureusement, son pronostic est meilleur. Alors l'endomètre, pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus, qui est responsable des règles et qui accueille les grossesses. Et qu'est-ce qui explique cette fréquence plus importante du cancer de l'endomètre ? Alors peut-être que c'est dû au fait que il y a une interdépendance très importante avec un terrain œstrogénique, c'est-à-dire un peu trop d'œstrogène dans le corps, ce qui arrive dans certaines circonstances. Et donc on a plus de cancer dans l'endomètre chez les femmes qui n'ont pas eu d'enfants du tout. Donc, plein de cycles toute la vie, des ménopauses tardives avec une puberté précoce, ça fait que on a encore beaucoup de cycles et beaucoup d'œstrogènes. Et puis, les traitements par œstrogène seul, ça ne devrait plus exister. Et un autre facteur très important, c'est l'obésité, et vous savez que l'obésité augmente dans la population. Est-ce qu'on parle peu de ces cancers parce que finalement, pour la plupart, ils sont asymptomatiques longtemps et que finalement, ils concernent des femmes plutôt en âge avancé ? Oui, c'est vrai. Alors, asymptomatique, surtout le cancer de l'ovaire. Cancer de l'ovaire, c'est un cancer très difficile parce que les symptômes sont peu spécifiques. Et donc, on a un peu mal au ventre, on a l'impression que le ventre est plus important, on a des saignements, mais pas grand-chose. Donc, on n'en parle pas beaucoup. Et les patientes n'osent pas consulter en disant « Oh, c'est pas grave ». Alors justement, vous Rachida, c'est ce qui vous a, c'est ce qui a été diagnostiqué, oui. Un cancer de l'ovaire. Comment vous avez découvert cette maladie ? Qu'est-ce qui vous a amené justement Alors la découverte de la maladie, elle a été fortuite. C'était en 2013. Je partais en consultation chez ma gynéco. Consultation de routine. Consultation. De routine si on peut dire, parce que j'ai des suivis gynéco réguliers, donc ça je suis intransigeante sur ça. Je suis allée parce que j'étais gênée énormément par des bouffées de chaleur. Oui. C'était abominable. Je travaillais, donc avec les bouffées de chaleur, c'était trop. Je suis allée voir donc ma gynéco et c'est elle qui m'a. Donc je lui ai demandé un traitement et elle m'a dit non, je ne vous donne rien du tout pour l'instant. On va faire un contrôle, bilan sanguin. Donc elle m'a donné toute une batterie de. Oui, parce que vous étiez en périménopause et du coup on aurait très bien pu penser à des symptômes banals. D'entrée en ménopause. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et donc elle a préféré, avant de me donner, oui, tout à fait. Elle a préféré que je fasse un contrôle, un contrôle bien serré. Oui. Et de là, après, elle a constaté que j'avais beaucoup de kystes, énormément de kystes. Elle a dit on va les enlever, vous allez pas rester comme ça. Et elle a bien fait. Alors les kystes, c'est pas des cancers, hein, c'est ça ?
Ça peut être les deux, ça peut être soit malin ou bénin, je pense. Didier, c'est ça, tu confirmes, sinon parce que Tout à fait. Il y a plus de kystes bénins, heureusement, que de kystes malins. Mais les kystes sont fréquents. Oui, très fréquents. Donc elle constate qu'il y avait des kystes, Rachida. Énormément, oui. Ouais. Donc elle a préféré me les enlever. Moi, j'ai pas dit non, puisque c'est elle le médecin. Donc moi, je lui faisais confiance. Au mois de mai, elle les enlève. Et 2 semaines après, au mois de juin, début juin, elle m'appelle pour me dire, voilà, elle m'a donné le diagnostic. Elle me dit que la mauvaise nouvelle, un cancer de l'ovaire, stade 3C, haut grade. Donc la maladie, elle avait bien avancé parce qu'elle avait atteint le péritoine, le côlon, le rectum. Elle avait fait de la route. Elle avait fait son travail, Voilà, son chemin. Mais est-ce qu'il y aurait eu un examen pour la diagnostiquer plus tôt, Rachida ? Non, il n'y a pas d'examen, en fin de compte, pour le cancer de l'ovaire, parce que, comme disait Didier, les symptômes, ils sont très discrets. On a des ballonnements, on a de la constipation, on a de la fatigue, des fois des saignements entre les règles. Mais c'est des trucs anodins, donc il n'y a pas de quoi... Mais par contre... Si les symptômes persistent pendant plus de 3 semaines, là, il faut commencer à s'alerter et puis consulter le médecin et puis essayer d'investiguer, de comprendre pourquoi ces symptômes sont là. Parce que soit c'est une maladie potentiellement pas méchante, ou sinon, le contraire, une maladie... grave et donc ça peut cacher un cancer. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que le cancer de l'ovaire qui est rare, c'est un cancer qui se guérit aujourd'hui, docteur Constant. Oui, il se guérit. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est un cancer où il n'y a pas de dépistage possible. Oui, mais alors pour celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui se disent peut-être, voilà, comment est-ce qu'on peut faire alors pas un suivi, mais se faire suivre finalement. Parce que là, on a l'exemple de Rachida qui était vraiment très observante par rapport à son suivi gynéco et qui pour autant a découvert fortuitement en fait son cancer de l'ovaire. Un stade avancé, un stade très avancé, oui. Parce que vraiment ils sont très discrets, les symptômes du cancer de l'ovaire. Est-ce que vous, Didier Constant, ça veut dire que pour un gynéco, il n'y a pas moyen de dépister avant ? Non, il n'y a pas moyen avant. On a essayé, il y a eu des protocoles qui ont été faits, par exemple une échographie pelvienne par an pour visualiser les ovaires, mais il se trouve que le cancer de l'ovaire, il peut être très rapide. Donc on fait une échographie des ovaires normale en juillet et on peut tout à fait avoir un cancer de l'ovaire en novembre. Est-ce que vous avez déterminé une série de patientes à risque qu'il faudrait surveiller plus, par exemple, ou des familles ou des hérédités? Oui, tout à fait. Il y a des mutations qui peuvent entraîner des cancers du sein ou des cancers de l'ovaire. Il y a les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, elles ont un risque un peu plus élevé de cancer de l'ovaire. Et toujours pareil, la puberté précoce ou la ménopause tardive. Et le facteur le plus important, je pense, c'est quand on a plus de 50 ans. Or, c'est le moment où beaucoup de femmes se disent « j'ai plus de 50 ans, eh bien, gynécologue, ça sera quand j'aurai le temps ». On a décidé de faire un coup de projecteur ce matin, Nadia, sur les cancers gynécologiques mal connus. Et on va essayer un petit peu de leur donner une réalité, même si c'est compliqué. Alors, on a avec nous Rachida Badawi, qui est bénévole de l'association Imagine, donc qui est une association de patientes. Ça veut dire Initiative des malades atteints des cancers gynécologiques. Vous participez notamment à un événement qui s'appelle Septembre Turquoise. Rachida, en quoi ça constitue Septembre Turquoise ? Alors, Septembre Turquoise, c'est le mois dédié à la sensibilisation au cancer gynécologique pelvien. Septembre a été choisi parce que Octobre est déjà occupé. Voilà, déjà. Donc, on ne pouvait pas le prendre. On a novembre la prostate. On a octobre les seins, donc voilà. Ouais. Septembre, c'était pour nous, voilà. On l'a gardé. Et donc, septembre, c'était une idée de Barack Obama. Il avait choisi ce mois de septembre pour la sensibilisation du cancer de l'ovaire, parce que sa mère était morte d'un cancer de l'ovaire. Donc voilà, donc septembre pour sa mère,
mois de la sensibilisation, et turquoise parce que c'est la couleur du ruban de sensibilisation du cancer de l'ovaire. Bien, puis nous avons avec nous le docteur Didier Constant qui justement fait partie de l'association et qui est gynécologue. Il y a ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, est-ce que ça rentre dans la catégorie des personnes à risque de développer un cancer de l'ovaire ? A priori, peu, sauf si ça entraîne une sécrétion. Non, même pas. Non, a priori, peu. Pour celles qui font c'est quelque chose de très courant. Le syndrome des ovaires polykystiques. C'est pour ça que je vous pose la question, c'est de savoir finalement, ça c'est courant, est-ce que ça peut basculer sur un cancer, une prédisposition. Non, on surveille pas plus ces patientes que les autres. Il n'y a pas plus de risques. En quoi consiste le traitement d'un cancer de l'ovaire ? Alors le traitement primordial, c'est d'avoir une chirurgie de très très bonne qualité, qui, si possible, doit être faite par un centre expert des cancers de l'ovaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait dans l'année X chirurgies sur le cancer de l'ovaire. Ça, c'est la première chose, c'est très très important, la chirurgie. Et ensuite, il y a la chimiothérapie et la radiothérapie. Quand vous dites chirurgie, docteur, est-ce que c'est forcément une ablation totale des ovaires ? Oui, absolument. Les ovaires, l'utérus, parfois, ça dépend s'il a été touché, mais en tout cas les ovaires, oui, tout le temps. Et surtout, on vérifie tout l'abdomen pour voir qu'il n'y ait pas de localisation à distance. Et aussi la coupole diaphragmatique. Rachida Badawi, quelles sont les informations que vous auriez aimé connaître avant ? Dans votre parcours de soins, parce que vous, effectivement, vous avez découvert que vous étiez malade, peu d'informations sur la maladie. Qu'est-ce qui vous aurait aidé de savoir avant ? La maladie en elle-même, déjà, je n'y connaissais rien du tout. Je ne savais même pas qu'un cancer gynéco-pelvien existait. Ça m'interpellait pas. Donc, voilà, la maladie en elle-même, les traitements... la chirurgie, comment elle se passe, ce que l'on enlève, ce que l'on garde. Ça, on vous l'a dit ou pas ? Non, non, voilà, on nous dit pas tout, on nous dit certaines choses. Par exemple, quand on fait la chirurgie, on nous dit, chirurgie complète, on nous dit on va vous ouvrir de l'abdomen jusqu'au pubis, voilà, on va vous enlever ça et ça et ça, on nous fait un schéma, on nous montre les organes, parce que il y a des organes que l'on ne connaît pas ou on n'arrive pas à situer, voilà, on nous informe de cela. Après la chimio, on nous informe aussi des effets secondaires, les nausées, les vomissements, la chute des cheveux. Voilà, on nous dit le principal, la fatigue. Voilà, pour ça. Mais après, quand on se retrouve chez nous, quand la chimio est terminée, après, des fois, on se retrouve avec des effets secondaires qu'on ne nous a pas cités, qu'on ne nous a pas dit. Et voilà, on se retrouve quand même dépourvu. Il y a un grand vide. D'accord, mais c'est aussi un des buts de vos associations d'informer les femmes. Bien sûr. Et à toutes celles qui nous écoutent ce matin, qui prennent, qui découvrent ces cancers, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, vous ? De quoi vous avez envie de les informer ? De notre parcours, donc de notre expérience, partager notre expérience avec elles, notre vécu. Parce que c'est ce qui est intéressant dans votre association, justement, c'est que c'est pas, vous n'avez pas des salariés qui sont là pour véhiculer une information qui est certes intéressante, mais qui reste très théorique. Non, ce sont des femmes avec leurs histoires, leurs vécus, qui ont eu les unes et les autres tel ou tel cancer gynécologique. Et du coup, en fait, fort de votre expérience dans ce parcours thérapeutique, vous êtes là aussi pour peut-être répondre aux questions et aussi aux non-questions.
C'est-à-dire dire, voilà, tu vas peut-être rencontrer voilà, telle problématique ou tel symptôme ou tel autre. Moi, j'ai vécu ça, une autre a vécu telle autre chose. C'est ça c'est le... c'est le partage d'expérience. Et nous faisons profiter toutes les patientes de notre vécu, de notre expérience. Donc, grâce à des lignes téléphoniques qui sont à leur disposition. Donc, les patientes... Donc, il y a des lignes d'écoute, c'est ça ? Oui, Imagine Écoute, il y a 3 lignes téléphoniques qui sont dédiées pour les femmes. Elles peuvent nous appeler, nous contacter. On fait des cafés Imagine. Avant le Covid, on les faisait en présentiel. Bon, mais maintenant, on les fait en distanciel. Donc c'est un peu plus... C'est moins convivial, mais bon, on se parle toujours, on discute, on s'écoute, on rit. Si une a un souci, elle en parle et on en discute entre nous. Donc ça, c'est très important. On a aussi à la disposition des patientes un nouvel outil sur le... comment il s'appelle ? Vic Imagine Ovaire. C'est un petit robot conversationnel. On peut le télécharger sur les téléphones, les téléphones mobiles, les plaquettes. Et donc, ce petit Vic Ovaire, il permet de répondre à des questions que se posent les patientes, les proches, et H24, voilà, c'est sur le mobile, et donc voilà, on peut... Ce qu'on appelle les FAQ. Voilà, on peut poser toutes les questions que l'on souhaite. Voilà, la nutrition, la paperasse, n'importe quoi, les effets secondaires... D'ailleurs, à ce sujet, vous avez des brochures également que vous faites, oui. Qui sont vérifiées toutes par un comité scientifique au sein de l'association. Oui. Voilà, c'est des brochures qui sont très bien faites, là, par exemple, pour les professionnels et les patientes. Tout à fait. Où l'essentiel est résumé. Moi, j'en ai feuilleté quelques-unes, quelques-unes, et elles sont franchement très bien. Celles-ci, nous les distribuons lorsqu'on fait du présentiel, donc, par exemple sur les stands, dans les forums, dans les mairies, partout là où on va, ou dans les cabinets des médecins. Quand on va dans les hôpitaux, on distribue, on laisse des plaquettes d'information, des cartes de visite, des flyers, des petits livrets. Oui. Ce sont des livrets avec on collabore avec des laboratoires. Avec des laboratoires, voilà. Et c'est des partages d'expérience, donc c'est du vécu. Oui. Là, par exemple, vous avez mon bullet journal. Il est fait comme un petit journal qui serait écrit par... le parcours de d'une femme. Ouais. Voilà, des questions qu'elle peut se poser. Ouais. Oui. Et puis aussi, on met à jour les livrets de la Ligue. Oui. Donc voilà. La Ligue contre le cancer. Voilà, la Ligue contre le cancer, oui. En fait, il y a une mise à jour, par exemple, sur le cancer du col de l'utérus. Vous me disiez justement en antenne que la dernière brochure n'était pas mise à jour, notamment avec le fameux test HPV. Oui, et que du coup, important. Vous vous êtes chargé de cette tâche. Bien sûr, oui. Alors finalement, ce cancer du col de l'utérus, justement, ou cancer du cervix, c'est peut-être le plus connu. Celui-là, on le dépiste plus facilement que le cancer de l'ovaire, en fait, docteur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il est dépisté à condition que les patientes consultent et fassent des frottis réguliers, ces mêmes frottis d'ailleurs, à partir de 30 ans maintenant, sont remplacés par un test HPV qui va permettre de savoir si le virus est présent ou non au niveau du col. Alors on va en parler de ce test justement, HPV. Qu'est-ce qu'il a de révolutionnaire ? Ce qu'il a de révolutionnaire, c'est que le frottis permettait de voir comment étaient les cellules et permettait éventuellement de voir les dégâts sur les cellules. Mais ces dégâts, ils pouvaient être dus au papillomavirus ou ils pouvaient être dus à d'autres circonstances. Là, on va détecter le virus lui-même, savoir s'il est présent. Et donc, du virus, en fait. On devra faire des examens complémentaires. Ce qui veut dire que le cancer du col de l'utérus n'est pas forcément provoqué par un papillomavirus ? Alors, il y a 1% de cancer du col de l'utérus qui n'est pas dû au papillomavirus. 1% seulement. C'est quand même très marginal, au final. Oui.
Alors là, pareil, quel est le traitement du cancer du col de l'utérus? Alors, le traitement, ça dépend du stade, bien sûr. Si c'est une découverte d'un test HPV positif, donc test papillomavirus positif, on fera une colposcopie pour voir comment est le col et faire des biopsies. Et en fonction des biopsies, on adaptera le traitement. Donc le traitement le plus léger, c'est la vaporisation au laser du col. Et ensuite, c'est la conisation du col. Donc on enlève un cône au niveau du col de l'utérus afin de faire disparaître la lésion. Et ensuite, c'est un peu plus fort. Ça peut être l'hystérectomie si le cancer est remonté vers l'endocol. Pierre, on n'a pas encore parlé du cancer le plus fréquent qu'on disait tout à l'heure. C'est le cancer de l'endomètre. Là, pareil, comment est-ce qu'on peut le dépister? Alors, le cancer de l'endomètre, la chance, c'est que c'est pratiquement toujours le même signe. Ce sont des pertes de sang anormales. Donc, des règles bizarres ou des pertes de sang après la ménopause. Donc, si jamais une femme a des saignements anormaux, ça l'incite à consulter parce que les saignements, ça fait souvent un peu peur. Et là, on va pouvoir faire des examens et entre autres une biopsie de l'endomètre pour vérifier ou non qu'il y a une tumeur au niveau de l'endomètre. Je veux qu'on dise aussi cancer du corps de l'utérus. Voilà, c'est aussi le cancer du corps de l'utérus. Oui. C'est la même chose. C'est pareil. C'est ça. Vous parliez tout à l'heure, Rachida, d'une ligne d'écoute pour celles qui nous écoutent et qui auraient des questions à poser. Donc là, on va sur le site où on a les 3 lignes d'écoute différentes, parce que c'est 3 numéros différents. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Il y a un numéro pour le lundi et mardi, un autre numéro pour le mercredi et jeudi, et le vendredi, il y a un autre numéro, parce que nous sommes des patientes bénévoles, donc voilà, on se partage le travail. Voilà, chacun s'organise. Le docteur Didier Costan, qui est gynécologue, est avec nous aujourd'hui. J'ai oublié de dire aussi, on a à la disposition des patientes un forum aussi sur le site. Le forum est sécurisé, donc voilà, elles peuvent poser des questions et les réponses, elles sont... alors soit ce sont des réponses de patientes, ou soit c'est des réponses, si nous n'arrivons pas à leur répondre, c'est une réponse par notre médecin bénévole ou par le comité scientifique. Quel que soit le cancer, de nombreux facteurs peuvent entraîner des difficultés sexuelles sur le couple. Et quand on parle de cancer gynécologique, c'est compte tenu de la localisation, il y a encore plus de facteurs. Docteur Constant, à partir de quel moment, alors j'imagine que c'est peut-être aussi en fonction de la nature du cancer qu'on a, est-ce qu'on peut reprendre une activité sexuelle normale? Alors, je pense pas qu'on puisse dire quel moment. Ça va dépendre de plein de choses. Déjà, le cancer par lui-même va modifier complètement le couple. Le mari va être un peu inquiet, ne va pas oser trop être demandeur, et puis va aussi se demander qu'est-ce qui se passe en face de lui. Donc, et la femme, il faut qu'elle soit réassurée dans son corps et dans sa tête pour imaginer avoir des relations sexuelles. Alors, la question de Philippe est très intéressante parce que Philippe parle de reprendre. Et finalement, ça sous-entend qu'il y ait eu une rupture. À un moment donné. Si vous avez une opération, par exemple, c'est pour ça que je dis que c'est très intéressant. Votre question est très intéressante parce qu'effectivement, c'est en ces termes-là que les questions sont posées. Or, il est intéressant, me semble-t-il, pour nous, en tant que professionnels de santé, de rappeler qu'il est important qu'il n'y ait pas de rupture. Pourquoi ? De la vie intime. De la vie intime, exactement. C'est-à-dire que, quel que soit le cancer gynécologique en question, effectivement, tout ne tourne pas autour de la pénétration. La sexualité, c'est le contact, c'est la communication, c'est la tendresse, l'affectivité que se portent les deux personnes au sein du couple. Donc, je pense que on a tout à gagner tous ensemble, et professionnels de santé et patientes et donc partenaires, à le rappeler. Qui garde toujours ce contact, ne serait-ce que
que verbal, parce que effectivement, le fait de ne pas savoir, d'avoir des doutes, de se projeter parfois dans quelque chose qui semble très très flou, peut créer une distance entre les deux membres du couple. Donc c'est important de le rappeler que voilà, il y a cette continuité qu'il faut maintenir comme un fil d'Ariane qui va nous permettre après de pouvoir reconfigurer peut-être notre sexualité. Oui, mais alors après, il y a aussi de la part de l'homme, et je me passe de ce point de vue, Nadia, de savoir ce qu'il peut faire ou pas faire, déjà d'un point de vue médical. Il y a quand même ces questions qui se posent. C'est pour ça que je dis que c'est important et on doit le faire en tant que professionnel de santé. D'ailleurs, il y a une spécialité maintenant qui s'appelle la sexo-oncologie. On a des sexologues qui se forment dans le domaine oncologique pour justement apporter et même anticiper, c'est-à-dire avant même que le couple nous questionne là-dessus, pouvoir en parler comme dans le cadre d'ailleurs du cancer de la prostate, ne pas attendre qu'il y ait des conséquences chirurgicales pour dire ah oui mais au fait, non, c'est bien en amont, en discuter pour que le couple aussi s'autorise. On peut être cet intermédiaire et permettre au couple de rebondir, dire au fait, tu vois, le médecin a dit qu'est-ce que tu en penses, et toi, est-ce que tu te vois faire ci, faire ça, voilà, c'est pouvoir donner cet espace, en tout cas créer cet espace possible d'échange, parce que jusqu'à il y a pas très longtemps, j'ai quand même entendu dire au sein de nos équipes professionnelles de santé, oui mais bon, il y a quand même peut-être d'autres chats à fouetter que de parler de sexualité dans ces moments-là. Enfin, ça c'est plus acceptable. En 2020, on peut pas entendre ça, c'est pas possible. Enfin, d'autres chats à fouetter, l'expression est choisie, Nadia. Oui. Mais heureusement que je vous connais et que je sais que vous l'avez employé c'est tout, Philippe. À dessein. Non, mais il y a quand même. Vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné où on vous dit qu'il y a un temps pour la maladie qui serait différent que le temps pour le plaisir, c'est ça ? On vous met, me semble-t-il, là, on vous parle de vie, on vous dit oui mais c'est votre vie qui est en jeu, oui mais la sexualité fait partie de la vie, donc je vois pas pourquoi ce serait antinomique. Après, nous le constat c'est que après les troubles sexuels ils sont graves, ils sont importants, ils sont là, ils sont existants. Donc après nous on est contente aussi d'avoir. Moi j'ai une question parce que il y a des idées reçues. Alors effectivement c'est bien parce que vous avez traversé cette période. Quid de la libido pendant ce moment-là ? Est-ce que vous avez ressenti une baisse de votre libido, une baisse de l'envie ? Bien sûr. Peut-être des interrogations sur votre corps aussi. Il y a des interrogations, mais déjà du fait de la chimio, on est fatigué, on est lessivé, le corps ne répond plus, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus rien. Donc, il y a un moment. Il faut attendre, il y a la maladie, il y a après la maladie. Il faut laisser le temps de se ressourcer, de guérir, de reprendre. De reprendre. C'est ça, effectivement. De reprendre. Et de se réérotiser aussi l'un l'autre. La maladie, elle est lourde, les traitements sont lourds, la chirurgie est lourde, tout est lourd, tout est difficile. Donc on peut pas, on peut pas avoir une convalescence d'une semaine, 15 jours, 3 semaines. Non, nous ça s'explique en plusieurs mois. C'est combien de temps, Rachida ? Il faut du temps. On parle en années. Et certaines, des fois, au bout de 5 ans, elles sont pas encore rétablies. Elles ont encore de toute façon. Les problèmes, je crois qu'ils seront existants. Après la maladie, c'est une autre vie, c'est une vie qui va. C'est difficile à expliquer, mais tous les troubles dus à la maladie, au traitement, ils seront là, ils seront existants, ils ne vont pas partir. Moi, je pense pas, ils ne partent pas. C'est pas possible. C'est pas possible, ils ne partent pas, ils sont là, ils sont toujours existants. C'est pour ça qu'il est intéressant de dire, alors effectivement, il faut, yaka, machin, ça on laisse ça de côté, il faut vivre les choses pour... Il y a autant d'histoires que de malades. Exactement. En revanche, ce qui est intéressant, et ça je pense que c'est me semble-t-il, un droit des patientes et des couples, c'est de proposer un espace pour que les couples qui le souhaitent ou qui souhaitent recréer quelque chose ou maintenir un lien puissent se dire « Ok, il y a possibilité
on va y réfléchir. Chacun va se laisser le temps dont il a besoin et voilà, garder vraiment cette comment dirais-je, j'ai plus le terme. Si vous faites un dessin, je vais vous aider. Chacun garde quoi? C'est-à-dire que chacun va permettre à l'autre voilà, de prendre le temps dont il a besoin. Mais encore faut-il que nous puissions permettre cet espace. C'est-à-dire ne pas parler du tout. D'accord, mais est-ce que c'est verbalisé? Est-ce que les gens en parlent? Parce que si vous êtes toujours d'un côté médical et que vous abordez pas la question de l'intime, bah, ça restera comme un non-dit. Est-ce que, Rachida, c'est quelque chose qui est abordé? Ah oui, énormément dans les cafés Imagine. Alors là, ça c'est le sujet principal. C'est le sujet principal. Donc quelles sont les questions des femmes que vous rencontrez, des hommes que vous rencontrez? La souffrance pendant les rapports sexuels. La douleur, la sécheresse, les douleurs, l'impossibilité d'avoir les rapports sexuels. Il y en a qui se retrouvent avec des rétrécissements de vagin et elles le découvrent et elles ne le savaient pas. On en parle. Il y a plein. Mais ça, c'est un sujet crucial dans l'association. Et donc, nous avons fait un partenariat avec un sexothérapeute. Donc, si les patientes, les personnes intéressées, elles sont intéressées, elles peuvent contacter l'association Imagine. Il y a un mail, il y a le téléphone. Elles nous contactent et nous, on verra avec elles pour les aider dans ce sens-là. Parce que ça, c'est un sujet, je peux dire, c'est peut-être même le number one chez nous. Oui, parce qu'on parle de la libido, mais on oublie qu'il y a aussi des pertes de sensations, il y a la douleur qui prend le dessus, donc ce qu'on appelle les dyspareunies, les douleurs à la pénétration, et puis aussi la peur de ne plus plaire, ça il ne faut pas l'oublier aussi, des femmes qui ont peur de ne plus être désirantes aux yeux de leur partenaire, et qui se posent des questions sur leur féminité, ça va les chercher très profondément. Donc du coup, c'est pas anodin et d'où l'intérêt, je le redis et vraiment j'insiste, de pouvoir permettre cet espace-là et que on détabouifie tout ça, c'est-à-dire qu'on puisse donner cet espace aux femmes de dire oui, voilà, et même de déposer leur colère. Aussi, de dire bah voilà, moi j'en ai marre, j'ai mal, je le dis, c'est une réalité, donc ce qu'on lit dans les magazines est complètement décalé par rapport à ce que je vis dans ma chair, dans mon couple, et c'est important. Donc bravo qu'il y ait ces cafés de discussion. Les cafés, Imagine Écoute, ça c'est très important, le forum, donc voilà, on peut parler de tout, nous sommes à la disposition des patients et des proches, on est ouvert, on écoute tout, et puis si nous, patientes, nous n'arrivons pas à répondre aux questions, il y a Didier, il y a aussi notre médecin référent, Anne Floquet, et puis vraiment, et puis nous sommes assistés par un bon comité scientifique. C'est presque des leaders dans la gynécologie, oncologie. Donc voilà, on est vraiment soutenus et aidés, et donc nous, à notre tour, on peut aider les patientes. Est-ce que vous avez des partenaires qui appellent, qui posent des questions, qui participent au forum? Des partenaires, par exemple, des compagnons ou des membres, des proches, voilà. Des proches, oui. Oui, il y en a. Des membres de la famille. Oui, il y en a, mais pas beaucoup, mais il y en a, oui. Mais alors après, les proches, on les retrouve plutôt dans quand on fait des stands. Ils sont des fois là avec leur femme ou ils attendent leur femme parce qu'elle est en consultation. Et là, on peut discuter. Voilà. D'accord. Bien, alors on va rappeler simplement les coordonnées d'Imagine pour celles qui nous écoutent, qui voudraient rentrer en contact avec vous. Le plus simple, c'est quoi? Alors, il y a le site Imagine, www.imagine.org. Alors Imagine, c'est IMAGYN.org, d'accord. Voilà. Après, sur le site Imagine, vous avez le numéro de téléphone d'Imagine Écoute. Donc, vous pouvez nous appeler avec ce numéro-là. Il y a une adresse mail. Sur le site aussi, il y a une page contact. Voilà. Oui. Bien, c'est important. Merci, docteur Didier Constant, d'avoir été avec nous ce matin.
et de nous avoir donné de votre temps. Voilà, je rappelle que vous êtes gynécologue à l'association Imagine. Merci Rachida Badawi d'avoir été avec nous, d'avoir surmonté votre trac. Moi, je comprends, à côté de Nadia El Bouga. Moi, j'aurais eu peur aussi, mais vous avez été parfaite. Nadia, elle a été super sympa. Merci Nadia. Merci de m'avoir soutenue. Et je pourrais revenir, c'est bon. Sororité. Je savais que vous trouveriez un moment pour le placer, Nadia. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.